toutes et bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui pour cette interlude culturelle. Vous avez vu, le cadre a changé. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Convivial. Bon, un petit peu moins fleuri, un petit peu moins vert. Prochaine fois, mais notre table, il y a du verre là. Ouais. Et puis c'est du bon bois, bordel. Hein. Regardez, il y a un arbre derrière, on en a fait une table, c'est bon. On essaiera de changer de cadre peut-être pour une autre session, j'en sais rien. On verra bien. On vous laissera la surprise. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il y a au programme s'affiche quelque part sur votre écran. Juste entre les deux là, voilà. Ouais, c'est fantastique. Et vous merveilleux programme. Il y a du lourd. Il y a du lourd, du très très lourd. J'espère. Merci pour cette émission Faux Raccord. Et non, ça. Il y a du lourd, du très donc voilà, donc on espère que ce programme vous sied à merveille et puis on se retrouve tout de suite. Bien, voilà, exactement. I have a plan. You've got a plan. I have part of a plan. That's a fake laugh. It's real. Totally fake. I'm Groot. Thank you. What is that? It's a bomb. And you leave it lying around? I was gonna put it in a box. What's a box gonna do? You just want to suck the joy out of everything. Les Gardiens de la Galaxie. De James Gunn, un film qui a fait beaucoup parler de lui, et beaucoup jasé. C'est ça. En fait, le film a été annoncé il y a pas si longtemps que ça, au final, je m'en souviens, et c'était vraiment un top projet, et puis tout d'un coup. Il y a 6 mois, un truc comme ça. Peut-être un peu plus longtemps, je pense. Donc enfin, les Gardiens de la Galaxie, donc ça nous raconte l'histoire de Star-Lord. Star-Lord, c'est un chasseur un petit peu de primes, si on veut. C'est un mec qui récupère des objets pour les revendre à des revendeurs. C'est un bon chasseur. C'est plutôt un bon chasseur. C'est plutôt un bon chasseur. Faut dire ce qui est. Et en fait, très vite, il va dérober une orbe quelque part, une orbe que veut le grand méchant, le grand maître entre guillemets de la galaxie, un mec surpuissant. Vrax, tout ça. Ouais, Vrax, on est dessus tout à l'heure. Et en fait, donc Vrax va envoyer quelqu'un contre lui, une fille qui est jouée par Zoé Saldana. Zoé Saldana. C'est ça, la nana verte là. Voilà. À la base, elle est noire. Elle est pas noire, elle est métisse. Enfin, on s'en fout pas les couilles. Et donc cette nana. Voilà, et en fait, ils vont se faire attraper, ils vont être jetés en prison, et en prison, ils vont découvrir deux autres personnages, dont un qui est joué par Vin Diesel, qui est l'arbre. Fast and Furious. C'est comment ça s'appelle, c'est Groot. C'est ridicule, Vin Diesel. Groot avec ses trois mots. Ces trois mots, c'est I am Groot, ou alors je suis Groot. Non, mais c'est pas du spoil, c'est. Pourquoi vous spoilez les 4 mots C'est les 3. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Vin Diesel s'est doublé dans toutes les langues. Enfin, non, pas en truc, mais genre dans 8. Enfin, genre. Bah, pour le coup, c'est. En français, c'est lui qui a fait ça. Ouais, c'est cool. Ça. Et il est rejoint aussi par un raton laveur, qui est joué par Bradley Cooper. Donc en fait. C'est vraiment une équipe assez énorme quand même. C'est marrant d'avoir chacun vraiment des composantes. C'est ça. Et en fait, il y a un autre mec aussi, mais il est beaucoup moins mis en avant. C'est une sorte de gros balourd. Mais surtout, c'est que des criminels en fait. Ça, ils sont en prison à la base. C'est ça, ouais. Enfin, Star-Lord, c'est pas. Ouais, c'est un criminel. Bah si, ils sont. C'est des délinquants quoi. Voilà. Il y a des tueurs et il y en a d'autres qui sont bons. Voilà, et en fait, le film a beaucoup fait parler de lui pour sa bande son et notamment pour son côté très très libre en fait. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'humour, beaucoup plus que les autres films Marvel. C'est parce que c'est qu'Avengers du coup. Voilà, plus qu'Avengers. Il est beaucoup comparé à Avengers vu qu'il y a plein de personnages, etc. Oui, voilà. C'est une équipe de super-héros. Après, le truc c'est qu'on a très vite fait monter la mayonnaise si tu veux avec ce film en disant oh là là c'est le meilleur film de super-héros, de trucs et de machin. Donc du coup moi j'y suis allé avec beaucoup d'espoir et finalement j'ai été quand même un peu déçu parce que il a pour moi le syndrome des films Marvel qui est un syndrome que je trouve qu'on a maintenant depuis Iron Man 1 en fait, depuis qu'ils ont commencé à sortir. Iron Man 1 encore, Iron Man 1 ça allait. Non mais je veux dire après ils ont commencé si tu veux à faire leur cycle avec Thor, le Captain America, etc. Et en fait pour moi le problème c'est que les Gardiens de la Galaxie c'est qu'un chapitre dans un grand livre. Ouais. T'as un début, t'as une fin, mais t'as l'impression que t'as vu qu'une partie du bouquin. C'est un film introductif. Ça introduit les héros pour les mettre dans l'univers Marvel. Voilà, sauf que le seul problème, c'est que tu vois, j'ai quand même envie d'avoir un film, une entité qui est pleine, qui peut tenir seule, alors que là, seul. Bon, c'est bon, tu vois, mais c'est dans un univers où, par exemple, ils vont rencontrer Benicio del Toro, qui est joué par le collectionneur, mais qui est aussi un personnage présent dans Thor. Voilà. Qui est aussi un personnage présent dans Thor. Et on se doute que pour
Avengers 3, voilà, va y avoir un mix avec les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Voilà, un truc comme ça, c'est et certain. qui clôturera une bonne fois pour ils vont être amenés à se rencontrer tous ensemble. Bon voilà, ça c'est maintenant c'est le délire de Marvel de vraiment faire un univers qui coïncide où t'as tous les super-héros ensemble. Après le truc c'est qu'on a aussi beaucoup parlé du film et de son côté un petit peu politiquement incorrect, alors que pas du tout. Ça c'est un peu gentil, j'imagine, mais c'est gentil, il y a rien de méchant dans le film. Le truc c'est que c'est différent des autres Marvel, ça avec le côté aussi fun. C'est peut-être que c'est pas l'ambiance lourde de Dark Knight ou. Ah oui, non, mais pas du tout. Je pense que c'est moins rigide en fait que les autres Marvel. C'est ça, en fait c'est vraiment Marvel, beaucoup plus porté sur l'humour. Les autres Marvel sont très sympas, globalement c'est sympa, mais c'est niais, je veux dire, faut dire ce qui est, c'est. Non, je suis pas d'accord. Bah si, les Avengers c'est des bons films, tu vois. Mais putain, tu vois bien que c'est vraiment fait pour faire le plus de fric possible, et c'est un bon divertissement, il y a de l'action, machin, pour moi ça va pas plus loin. Voilà, et là en fait c'est pile poil ça pour définir les Gardiens de la Galaxie. Ah, ça aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est Avengers en fait, mais avec d'autres personnages, et tu remplaces l'objet d'Avengers, tu le remplaces par l'or. Est-ce que c'est vrai parce qu'il y avait le Tesseract ou je sais pas quoi là. C'est ça c'est dans Avengers, là. Est-ce que toi, Yo, t'as trouvé ça mieux que les autres trucs que tu. Alors, j'ai trouvé ça un peu mieux qu'Avengers. Mais j'ai été assez déçu en fait par rapport à ce que j'en attendais et par rapport à ce qu'on m'avait vendu, si tu veux. Moi je m'attendais vraiment à un film qui allait pousser les codes, et là du coup, le film a une bande son assez exceptionnelle avec du David Bowie, avec du Hooked on a Feeling. Je pense que graphiquement il doit arracher bien. Graphiquement il y a de superbes trouvailles. C'est une super production Marvel. Mais le problème c'est que graphiquement en fait on voit pas mal de choses, mais il y a rien qui est exploré quoi. C'est vraiment tu passes devant. C'est juste une fresque, tu regardes, tu fais ouais c'est joli, puis tu passes. Et moi le film, tu vois, presque là je l'ai presque oublié déjà. Parce que il y a des dislikes sur la vidéo. Non mais je trouve qu'il y a vraiment pas grand chose à retenir du film, mis à part la musique, le jeu d'acteur Chris Pratt qui est très bon, qui est vraiment très bon. C'est un bon divertissement. C'est un bon divertissement, mais il y a du gros cliché de merde à certains moments qui sont. Le seul problème, c'est que quand on te dit que ça va être un Marvel qui va être différent, qui va repousser les trucs, et là il y a des clichés, ils arrivent, c'est bam, c'est super lourd quoi, c'est le marteau de Thor dans ta gueule. Là où l'avantage dans Avengers, t'avais comment dire, l'atout d'avoir que des personnages que tout le monde connaît, tu vois, et de les avoir tous ensemble, ça avait un charme de fou, toi. Hulk, tout le monde connaît, Iron Man avec l'acteur qui l'incarne, forcément tout le monde connaît, toi. Tu avais une équipe qui était hyper charismatique, là personne connaît l'équipe, personne connaît les héros. Là t'es obligé de connaître les héros, donc c'est vraiment un film introductif. Et le problème c'est que c'est vraiment, il reste cantonné à ça pour moi de A à Z, c'est que c'est un film introductif. Mais il est quand même cool. Il est cool. Enfin, faut pas mentir, il est cool, je me suis bien amusé devant, j'ai rigolé, la musique est vraiment bonne, l'imagerie est plutôt charmante, la mise en scène est plutôt propre, j'avoue que j'ai rien retenu de fantastique. Ils font de l'efficace. Voilà, c'est ça, c'est efficace, mais il y a rien de... Ils vont pas prendre des risques de ouf quand tu vois le budget. Il est marrant. Oui, il est marrant, on rigole, c'est vrai. Tant mieux. Enfin, mais... Non, je pense que tu vois, après c'est pas un chef-d'œuvre du genre, mais je pense que pour ceux qui aiment ce genre de film, qui aiment le divertissement comme ça a conseillé plus que, je sais pas, Thor 2 ou... je sais pas, je le conseille plus que Thor 2, c'est évident, je le conseille un petit peu plus que... Avengers, je le conseille un petit peu plus qu'Avengers, par contre je le conseille un peu moins que Iron Man 1 ou encore Captain America 2 qui m'a vraiment vachement surpris. Ouais, mais on aurait quand même tort de passer à côté quand même, non? Oui. Enfin, si vous êtes plutôt fan de l'univers Marvel, etc., c'est clair, mais allez-y sans réfléchir. Allez-y sans réfléchir, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Pas à tortiller du cul. Exactement. Sherlock qui est une série qui a été créée par la BBC en fait. Une chaîne anglaise. Voilà, une chaîne anglaise vraiment très très connue internationalement. Donc ça met en scène deux
deux acteurs assez connus désormais. Donc ça a commencé en 2010. Donc c'est deux avec acteurs connus, Martin Freeman et Benedict Cumberbatch. Voilà. Comment tu dis ça Je crois que c'est Cumberbatch, mais je suis pas sûr. Cumberbatch, mais c'est Cumberbatch. Non, bref, en gros, celui qui joue le Hobbit et celui qui. Alors voilà, donc j'aurais fait la différence, c'est pas Sherlock le Hobbit. D'ailleurs, anecdote assez amusante, celui qui joue Sherlock, donc Sherlock c'est Benedict et Martin Freeman, donc le Hobbit c'est Watson. Oui. Et dans le Hobbit, l'acteur qui joue Sherlock, il fait la motion capture de Smaug. Ah bon? Et du nécromancien. Ah putain, pas mal. Voilà. C'est sa voix. C'est marrant comme c'est parce que la voix grave comme ça. Donc Benedict qui avait aussi joué dans le dernier Star Trek là en tant que Khan évidemment. Et il était super bon aussi. Donc voilà, très charismatique. Comment ça se fait que cette série nous intéresse autant? Déjà elle part sur une idée de non mais c'est assez il y a un truc qui est même dans un postulat de départ. Alors, donc dans sa structure déjà au départ c'est vraiment différent des autres séries puisque c'est 3 épisodes de 90 minutes au lieu d'épisodes de 40 minutes, une quinzaine d'épisodes de 40 minutes sur chaque épisode est un stand-alone en fait. Exactement. Chaque épisode est un stand-alone donc d'une heure et demie et du coup la saison ça se fait très rapidement, enfin du coup il faut quelqu'un rapide 4h30 pour gagner une saison et donc en fait en gros ça passe comme un téléfilm en gros sur la chaîne BBC quoi. Et genre ça a été aussi passé sur France 4, France 2. Ouais voilà, ça passe sur France 4. Tu as combien d'épisodes par saison? 3 d'accord, putain, c'est super rapide. Ah oui, c'est super rapide et il n'y a que 3 saisons pour l'instant. Il y a que 3 saisons, donc c'est quasiment un film. Donc pour la saison c'était en 2010, la deuxième saison en 2012, la troisième saison en 2014 et on espère que la quatrième saison arrivera pas en 2016. La BBC a dit qu'elle allait accélérer son rythme, mais pour l'instant, j'attends de voir. Ouais, on verra. Pourquoi ça? Parce que les acteurs sont très demandés, c'est des stars hollywoodiennes quoi. Et puis moi j'aime bien le truc, je sais pas si ça a été la première fois que ça a été fait, mais le fait que Sherlock Holmes et son compagnon Watson soient dans des temps modernes, tu vois. Et pour moi quand j'ai vu ça, l'idée a déjà été retranscrite en bouquin, mais pas à un tel niveau, si tu veux. Ouais, voilà. Non, après, je sais pas, j'aimais l'hypothèse, je n'en suis pas sûr. Tu vois, quand c'est arrivé, je me suis dit, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est un Sherlock Holmes des temps modernes. Voilà, c'est super bien. C'est anglais. Oui, c'est anglais. Alors, donc Sherlock Holmes, c'est anglais. Donc voilà, évidemment, comme dans l'œuvre de base, tu as Arthur Conan Doyle. De Arthur Conan Doyle, c'est Watson qui fait la narration. Voilà du toujours, parce que dans les bouquins, en fait, de la série, c'est toujours Watson qui narrait les histoires de Sherlock par rapport à ce qui se passait. Et donc justement, ça reprend vraiment tout un tas d'idées du scénario de base en fait, c'est-à-dire que Watson a fait la guerre, c'est quelque chose qui va un petit peu le traumatiser. Là, par exemple, justement, vu que ça s'inscrit dans une certaine modernité, il a fait la guerre en Irak, par exemple. Ouais, et donc du coup, il va être, et évidemment, il boite un petit peu, donc il a une canne à cause de cette guerre justement. Et pas que ça, mais ça respecte énormément la personnalité de Sherlock Holmes en lui-même, qui est un fou, qui est un mec qui se pour Watson, en fait, le truc c'est que dans le livre original, c'est lui qui raconte, et du coup, là, comment c'est fait pour transcrire ça dans la série? En fait, c'est que Watson tient un blog dans lequel il raconte les aventures de Sherlock Holmes. Et un blog qui existe vraiment aussi. Ah ouais, on peut trouver sur internet. C'est marrant ça. Et parce que je sais pas si vous savez, mais il y a une série qui a pas fait long feu d'ailleurs, qui est apparue sur M6 qui s'appelle comment, genre peut-être Holmes ou un truc comme ça. Elementary. C'est à chier. C'est impressionnant. Et en fait, voilà, donc en fait, c'est la même chose, c'est Sherlock Holmes dans le temps moderne, version américaine. J'ai commencé à regarder, je me suis dit, non, on va voir. C'est dégueulasse, franchement. C'est asiatique qui joue Watson. Ouais, non, mais franchement, t'as l'impression d'avoir la série de bateaux américaine policière. Alors que là, voilà, il faut dire que c'est anglais, ça se sent vraiment. Il y a une personnalité qui est vraiment très marquante. Il y a de l'humour aussi qui est vraiment très présent aussi. Et enfin, c'est ça qui est vachement. T'as vu quelle saison toi? Moi, j'avais vu, je me suis arrêté à l'épisode 3 en fait, donc à la fin de la saison 1. Oh ta gueule. C'est gratuit. Disons que entre temps, j'avais plus trop de séries en 2012 déjà. En fait, j'ai envie de parler en gros de comment ça se passe dans. En gros, moi, la saison 1, j'ai adoré le premier épisode qui est génial. Ouais, c'est vrai. Pardon, je vois pas, je suis deux. La saison 1, comme souvent. J'ai adoré le premier épisode, mais par contre j'ai trouvé vraiment le deuxième épisode vraiment chiant. Ouais, c'est trop long. Enfin, il est vraiment trop long. Très en dessous. Et par contre l'épisode 3 est vraiment bien. Ouais. En fait, du coup, ça fait une saison qui est assez inégale dans l'ensemble parce que t'as pas trop droit à l'erreur. Tu peux pas avoir un épisode en dessous d'un autre. À partir du moment que t'as que 3 épisodes. C'est ça. C'est vrai que. Du coup, t'as l'impression de saison globale un peu mitigée. La saison 2, par exemple, l'épisode 2 est
peu moins bien que les 1 et le 3, mais il reste vraiment de grande qualité. En gros, la saison 2 est beaucoup plus harmonieuse. Bien sûr, ça reste vraiment dans l'enquête policière, faut bien préciser. Oui, à chaque fois il y a un meurtre. Et ça tourne un peu autour de l'opposition entre Sherlock et son ennemi toujours Moriarty. Voilà, qui est aussi dedans, qui est retranscrit. Il est un peu, peut-être un tout petit peu cliché dans le sens où il est extravagant, too much, tu vois. Mais moi je trouve que ça rend bien. Il y en a que ça a gêné. J'ai des retours comme ça qui disent que Moriarty il est un peu trop too much, mais moi je le. De toute façon, Moriarty dans les livres était déjà assez extravagant. C'est un professeur de maths qui aimait vraiment montrer qu'il était intelligent, qu'il était. Là il est vraiment cool dans la série. Et la saison 3, elle est un peu différente. Elle a une touche un peu plus, au côté intimiste. Ouais, exactement. C'est un côté beaucoup plus intimiste sur la relation entre Sherlock et Watson, qui sont vraiment de grands amis. Et il y a vraiment de super idées. Enfin, genre l'épisode 2, vu qu'il est toujours l'épisode inférieur dans les saisons de Sherlock. Là, il est vraiment excellent en termes de. En termes de tout. Dans la saison 2 Ouais, dans la saison. Non, la saison 3. La saison 3, en fait, elle est beaucoup plus intimiste sur la relation entre Watson et Sherlock. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est. Du coup, enfin, je sais pas, ça te touche plus. C'est un. Je trouve que la saison là elle est un peu plus drôle. Disons que aussi intense en termes disons qu'au niveau des liaisons des personnages, on s'y retrouve vraiment et ça se crée et c'est vraiment très très bien écrit à ce niveau-là. Les deux acteurs, non seulement ils sont excellents, mais en plus ils jouent ensemble, mais de manière. C'est ça. Ils jouent vraiment ensemble. Il y a une alchimie entre les deux qui est vraiment parfaite. L'épisode du mariage. C'est l'épisode 2 de la saison 3. Non, c'est celui dont je parlais. Alors moi, au début, j'étais super sceptique parce que ça met un temps de malade à démarrer. Tu te dis, t'as l'impression d'assister à limite un spin-off, genre voilà le mariage, tout se passe bien. Et tout d'un coup, tu vois qu'en fait, tout ce que t'as vu pendant les 3 quarts d'heure, c'est un rapport complet avec l'énigme. Je trouvais que la narration, la construction de l'énigme et tout, c'était énorme. Et j'ai pas eu beaucoup d'épisodes de Sherlock, mais celui-là, il m'avait vraiment plu. Et du coup, c'est peut-être un peu plus spin-off, mais quand tu suis vraiment l'histoire, moi, j'ai pas trouvé en décalage. Parce que tu suis les relations entre. Oui, mais je veux dire, il y a pas de meurtre, il y a rien du tout pendant. Tu dis, voilà. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'enquête? Voilà, c'est ça. Tu te dis, il y a pas d'enquête, c'est juste limite un épisode introductif pour le mariage. Je sais pas. En fait, non, pas du tout. Bref, en tout cas, il y a vraiment des super bonnes idées. Sherlock et Watson. Par contre, moi, ce que je trouve un peu faible à chaque fois, c'est les fins de saison. Ouais, ça va. Les fins de saison où ils essayent de faire genre un pseudo cliffhanger, si tu veux, pour aller vivement la suite. Pseudo. Sur la saison 2, c'est un. Oui, c'est un cliffhanger de ouf, mais je veux dire, on y croit que moyen, tu vois, à chaque fois. Moi, j'y croyais à chaque fois très très moyennement. En fait, la saison 1, le cliffhanger est cool. Mais après, c'est un peu désamorcé dès l'épisode 1 de la saison 2. Et la saison 2, tu vois, que le cliffhanger il est assez massif, tu vois, et qui appelle du coup à une explication dans la saison 3. Et tu vois que les mecs, ils n'ont pas d'explication à leur truc. Et le truc, c'est énorme, c'est qu'ils jouent du fait qu'ils n'ont pas d'explication pour leur cliffhanger de la saison 2. Du coup, ils s'auto-trollent. Et du coup, je trouve que du coup, ça excuse en gros. Mais c'est quand même dommage. Et ça excuse en fait, tu vois. Et la saison 3, il y a aussi un cliffhanger, et j'espère que ce sera bien expliqué. Dans tous les cas, parmi toutes les séries policières télévisées qui pullulent à mort en mode Sherlock, ça a conseillé. Sherlock, c'est parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien joué, extrêmement bien filmé. La photographie est vraiment très très belle. Oui, mais par contre, la réalisation, le cadrage m'a pas transcendé, il y a rien. Ouais, mais la réalisation est quand même propre et il y a comme des idées visuelles, genre par exemple, quand ils écrivent des SMS, ça s'affiche. Oui, c'est pas. Non, c'est vrai. Apparemment, c'est une série. Moi, surtout qu'il y a une bonne intensité. Une bonne intensité. Les épisodes à part pour moi, l'épisode 2 la saison 1 qui est vraiment nul. En gros, j'étais trop enthousiaste, c'est trop génial. Et je regarde l'épisode 2, je fais non, c'est tout pourri. J'étais vraiment trop désillusion, tu vois. Et en fait, c'est vrai que juste après l'épisode 1 qui était fantastique, quand on retombe sur l'épisode 2, ça fait un peu comme un fond. En fait, c'est vraiment épisode de série policière classique, mais d'1h30 et du coup, c'est trop long. C'est trop long. Mais pour moi, c'est vraiment le défaut de l'épisode 2. Sur l'ensemble, Sherlock est une série qu'on conseille. Et moi, j'attends à mort la saison 4. Enfin, c'est normal. Mais non, c'est une de mes séries préférées. Ah oui, clairement. Parce que c'est vraiment parmi ce qui se fait mieux à la télévision. Je sais pas du tout le passé de Bénédicte, mais en tout cas, j'ai l'impression que la série Sherlock lui a permis de décoller vraiment à mort. Parce que c'est un mec, il a une gueule, quoi. Tu vois, il a une gueule, il a une voix, il a une voix, une façon de parler, il a une voix hyper grave et tout. Vraiment, du coup. Enfin, il est super charismatique. C'est un mec qu'il faut qu'on retrouve dans des grosses productions parce qu'il a du talent et ce serait bête de rester à une série télévisée. Même si c'est ce qui se passe en ce moment. Ça, exactement. Allez, ok. Alors,
un livre dont on voulait parler, entre autres parce qu'on aime beaucoup l'auteur VGM et moi, c'est La Nuit du Bombardier de l'auteur, c'est Serge Brousselot. Que La Nuit du Bombardier. Non, La Nuit du Bombardier. Bon, il y a des anus aussi, nickel. Oui. Et des vagins aussi. C'est comme ça va pas donner envie. Serge Brousselot, c'est un auteur qui a son public en France, parce que donc déjà c'est un auteur français. Il se publie qu'à l'étranger, mais pas avec les mêmes livres. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a son public. C'est un auteur qui a toujours été refusé d'être médiatisé en fait. Il est un peu marginal dans ce il est un peu marginal, il est complètement fêlé. C'est pour ça qu'on l'adore. Non mais c'est véridique. Hein. Il a vraiment quelques problèmes existentiels. Et il a beaucoup de problèmes avec sa mère. Notamment, l'auteur, sa mère était schizophrène, donc son enfance, c'était un peu compliqué. Voilà, donc typiquement, la nuit, il dormait pas parce qu'il fallait qu'il protège sa sœur de sa mère. Et du coup, maintenant, il est insomniaque et la nuit, il écrit des choses assez horribles. Donc forcément, ça marque, ça laisse des séquelles. C'est qu'une petite anecdote. On va le voir dans le bouquin parce qu'il y a des. Mais c'est un auteur absolument génial. Il a une productivité dingue, c'est-à-dire qu'il sort 2 à 3 bouquins par an et qui sont pas toujours tous d'une qualité égale, mais de manière générale, c'est quand même tous au moins des bons livres, voire des excellents livres, tu vois. Voilà. Il y en a que j'ai beaucoup moins aimé. En gros, faut savoir quoi lire. Des fois, il y a des livres inférieurs. Forcément, quand tu sors 2-3 livres par an, il y en a qui sont forcément un peu. Et là, La Nuit du Bombardier qui est sorti en Attends, juste d'abord, Brousselot est quand même plus connu pour sa saga jeunesse, donc notamment Peggy Sue. C'est comme ça qu'on l'a connu, d'ailleurs. Bah oui, quand on était enfant. Il les a traumatisés déjà dès l'enfance. Ouais, parce que gentiment, mais sûrement. Ça, c'est justement ça. C'est gentiment, mais chiant. Bon, d'ailleurs, je pense qu'on en parlera dans un autre interlude, parce que j'ai relu le premier il y a pas longtemps. Et du coup, voilà. Donc Serge Brousselot, c'est un auteur déjà. Donc déjà, rien que l'auteur, on vous conseille. Genre, si vous tombez sur un livre de Brousselot comme ça, vous voulez que le résumé vous fait envie. Ce qui est dingue avec Brousselot, déjà, c'est rien que ses résumés. Tu lis un résumé de Brousselot, ça arrive toujours à te donner envie. C'est un système un minimum, les trucs un peu tordus. Alors, celui-là, il est particulièrement tordu. Le viol de sa mère auquel il a assisté, David est envoyé en pension à Triviana-sur-Mer par sa grand-mère tyrannique. Voilà, première phrase. Grand-mère tyrannique, on s'en bat les couilles. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas ça après, tu vois. Genre, il espère pouvoir échapper au cauchemar qui le hante, mais va très vite déchanter. Pas question de trouver le moindre réconfort auprès des autres pensionnaires. Il se regroupe en fraternité au rite d'initiation aussi barbare que secret. Comme on est chaud. Exactement. Et il règne sur la petite ville une atmosphère délétère depuis que, 30 ans plus tôt, un mystérieux bombardier s'est écrasé dans un parc d'attractions voisin, tuant et mutilant des centaines de personnes. La région serait-elle hantée? David serait-il contaminé par la folie de sa mère, interné en hôpital psychiatrique? David va-t-il trouver l'amour? Et que s'est-il réellement passé cette fameuse nuit du bombardier? Donc voilà, juste avec le résumé, il pose une putain d'ambiance glauque de ouf. Il y a un côté Silent Hill, hein. Un petit peu. Ouais, un peu. Mais en plus, il y a vraiment Triviana-sur-Mer, c'est un peu Silent Hill. Il y en a qui sont moins glauques. Celui-là, il est particulièrement glauque. C'est pour ça qu'on en parle. Après, parce qu'il touche à plein de genres. Il fait aussi de la SF, des romans historiques. Ça, c'est la catégorie SF. Il y a une grosse nappe de brouillard comme ça. C'est fantastique, c'est pas SF ça. C'est SF, c'est folio SF. Ouais, non mais c'est fantastique SF, mais. Non, mais c'est la SF parce qu'il y a des éléments de la SF. À la base. Oui, d'accord, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fantastique à la base, c'est un truc normal. Le fantastique, c'est ça. Au départ, Brousselot, c'est un auteur SF. Il a commencé comme ça, et ça, c'est parti de sa période SF, tu vois. Moi, je qualifierais plutôt comme du fantastique, parce qu'après, il y a vraiment des trucs fantastiques SF avec des romans dans l'espace, etc., qui sont vraiment plus de. Oui, que SF, quoi. Alors, La Nuit du Bombardier, un peu. Là, on vous a raconté un peu le personnage, le plot principal de l'histoire, et du coup, ça va être un roman qui va être extrêmement torturé, comme tous les romans. Donc voilà, en fait, on suit l'histoire de David qui rentre dans cette pension et qui justement, c'est une pension, mais c'est genre super glauque. Ouais, voilà, comme on l'a dit, les enfants se regroupent en fraternité et genre. Pourquoi? Attends, il a quel âge avec David? L'héros, il a 12 ans. 12 ans. Ouais. Ah ouais, c'est super jeune et tout. Et ce qui va arriver dans la ville, en fait, c'est très très glauque parce que justement, La Nuit du Bombardier, ça a l'air d'avoir bien marqué les esprits. En fait, ça a l'air d'avoir marqué un tournant dans l'histoire de la ville vraiment très important. Et tout le monde est complètement fêlé dans cette ville. Avant, c'était une ville touristique de ouf et tout. Et à partir du moment où il y a eu le crash du bombardier dans une fête foraine qui a tué tout le monde, en gros, maintenant, la ville, c'est une grosse ville déclopée et la ville, elle est morte et tout. Plus personne ne veut y aller. Et les gens sont traumatisés et tout. Voilà. Et puis du coup, David qui est déjà légèrement traumatisé par le viol de sa mère, qui est dans un parking. Tout le livre tourne autour du traumatisme. C'est lui qui l'a violé, quoi. Non. Et le truc, c'est que sa mère aussi, elle est maintenant à l'hôpital, et elle est complètement folle. David est traumatisé, sa mère est traumatisée, toute la ville est traumatisée. Voilà. Enfin, c'est vraiment la mère a pas réussi, si tu veux, à se remettre du viol. Elle est complètement. Et ça, il torture des animaux. Elle se recoule le vagin pour pas se faire pénétrer. Ah ouais, alors ça m'a fait choquer. C'est normal. Et du coup,
coup, quand il va arriver dans ce pensionnat où tout le monde est complètement, enfin, taré, genre, voilà, il y a des rites un peu sataniques et tout, tu vois, genre, enfin, tu sais pas trop. C'est pas satanique, mais c'est pour dire d'un sens général un peu glauque, tu vois. Enfin, t'attaches à personne parce que sinon, forcément, ils vont te faire du mal, tu vois. Et du coup, petit à petit, il va sombrer dans la folie, tu vois. Et du coup, la grande force du livre, si tu sais pas, si tout ce qu'il voit, c'est lui qui fantasme parce que le héros est complètement star, ou alors si c'est parce que c'est vraiment ce qui se passe. Et vraiment le truc génial dans ce bouquin et qui fait qu'il arrive à te prendre de fou, c'est que il va commencer à voir des choses, mais genre complètement. Complètement, mais. Et pourquoi en fait tu penses que c'est vrai ou pas vrai? Parce qu'en fait tout le temps le héros il imagine, en fait tout le temps il fait des comparaisons, genre il va voir genre des broussailles, il va dire je vois là des poissons morts, enfin genre tu sais, genre il imagine, il a une imagination hyper fertile comme l'auteur, tu vois, et du coup il imagine des trucs tout le temps, et du coup quand il se passe des trucs tu sais plus trop si et ce qui fait qu'il est hyper prenant et surtout il y a des passages vraiment très très marquants dans le glauque, mais vraiment qui en fait la grande force de Bruce Solo c'est de faire des métaphores de ouf, enfin genre de faire des au niveau des descriptions qui te font imaginer des images, genre rien que par les descriptions il se passe pas forcément un truc horrible, mais la description, l'image qu'il te donne, c'est vraiment sale, enfin genre tu gardes les images en fait. Moi c'est un livre que j'ai lu qui m'a traumatisé. Après je l'ai relu, je l'ai moins parce que du coup, tu sais ce qui est réel et tu sais ce qui n'est pas quand tu le relis. Moi déjà quand je l'ai lu, j'ai été un peu déçu en fait par rapport à vos avis respectifs que vous m'aviez donné un petit peu avant. Moi déjà j'ai été déçu que sans vouloir trop spoiler non plus, il y a un petit peu tout qui est expliqué par un aspect fantastique du bouquin. Moi déjà, le fait qu'il explique tout par ça, surtout qu'il explique tout à un moment donné. Voilà, c'est ça. Et genre on a une retombée d'informations qui d'un seul coup tombe et qui est extrêmement lourde, qui est très cohérente et qui est très starbée surtout, qui est complètement pétée. Mais moi quelque part, si tu veux, j'aurais peut-être que comme dans Lost, tu vois, j'aurais aimé qu'une part de mystère reste là, parce que pour moi tout est expliqué en fait dans le bouquin. Il y a vraiment tout. À la fin, on a tout compris et réalité, fiction, même si c'est entremêlé durant la lecture, à la fin on arrive quand même un peu à démêler le vrai du faux. En même temps, c'est une des forces de Bruce Solo aussi qui fait, enfin là ça le dessert peut-être un peu, mais c'est que disons qu'il fait un roman qui est complet quoi. Tu le lis au début, tu arrives à la fin. En fait, c'est que le passage d'explication il est vraiment fait genre vraiment tout d'un coup, genre moi j'ai lu il y a 3 ans, j'ai lu peut-être 4 ans, 4-5 ans. Je l'ai relu cette année, j'étais dessus. Je me dis bien c'est quoi ce passage pourri là, enfin. Après voilà, c'est un livre qui a été écrit en 1987, 89. Et la même année, il a sorti un autre livre qui s'appelle la banquise. Boulevard des banquises, merci, qui m'a vraiment fait penser à La Nuit du Bombardier, pareil avec la ligne qui est floue entre la réalité et la fiction, etc. Donc il a sorti la même année, tu vois. Il arrive un peu le même schéma et il est beaucoup moins bien, tu vois. Donc en fait t'avais l'impression que c'était un peu le brouillon pour La Nuit du Bombardier. Donc en fait je pense que c'était encore un peu pas les débuts, tu vois, mais c'était quand même ses premiers, c'est sa première. Enfin maintenant on est quand même il continue d'écrire en 2014, tu vois. Donc on était en 1989, donc c'est. Il a commencé à publier en 78, donc tu vois ça fait 10 ans qu'il est. Voilà, c'est ça. Donc c'était pas ses débuts, mais c'était quand même. C'est quand même ses débuts par rapport à toute sa carrière. Et pour moi l'autre problème du bouquin, c'est qu'on sent un peu trop les arcs narratifs vraiment découpés à la hache, tu vois. Je suis moins d'accord, mais je trouve qu'en fait, genre on passe une partie explication et puis boum d'un seul coup, on passe sur autre chose d'un seul coup, mais tu vois, cut quoi. Vraiment. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est découpé à la hache quoi. C'est pour moi, il y a un suivi, ok, mais il est pas fluide, il est très saccadé en fait. Dans la lecture, j'ai trouvé ça relativement haché. Moi je l'ai vraiment trouvé saccadé. Moi je veux dire que vu comment je l'ai avalé d'un coup, non mais je l'ai avalé en 3 jours, c'est voilà, donc c'est ça, donc c'est fluide, c'est hyper fluide quoi. Enfin genre je veux dire, si tu lis un livre aussi rapidement, c'est que c'est fluide dans la lecture. Moi je l'ai lu aussi vite pas. Non mais c'est que c'est fluide, enfin je veux dire toi peut-être, mais moi si je lis un livre aussi rapidement, c'est qu'il est vraiment fluide quoi. Je veux dire un livre s'il est pas fluide, je vais le lire plus lentement parce qu'il va me faire chier quoi. Je pense qu'on vous recommande l'auteur et qu'on vous recommande La Nuit du Bombardier entre autres pour commencer, pour bien traumatiser d'un coup, c'est pas mal. Non mais ça vous donnera, je pense, une idée de ce que l'auteur peut vous faire vivre au niveau en fait des images, au niveau de l'image. C'est peut-être pas le meilleur livre pour commencer Bruce Solo, mais c'est une expérience. C'est une expérience. En tout cas, c'est un bouquin extrêmement marquant. Disons, parmi les choses. Ce qui est bien, c'est que quand tu connais un peu l'auteur, tu sais que David, enfin, quand il appelle un personnage David, souvent il référence à lui. Et genre là, tu vois bien que David a son rapport à sa mère et tout, tu vois. Oui, et puis il y a encore la thématique des abris, etc. Enfin, genre de tout ce qui est, toutes les thématiques qui reviennent sur l'auteur et qui est complètement starbé, mais problème pour ça. Il a vraiment un grain,
mais c'est pour ça qu'il est génial et c'est pour ça qu'il est unique aussi. Vous lirez du Bruce Solo, vous lirez jamais un auteur pareil quoi. Enfin, et du coup en fait un peu unique, hein. c'est carrément unique et du coup rien que pour ça vaut le coup d'essayer Bruce Solo parce que bon après vous pouvez ne pas accrocher hein, mais si vous accrochez c'est clairement un truc unique et puis après quand t'accroches tu continues à en lire régulièrement parce que de toute façon il y a de quoi lire. Il y a de quoi faire, c'est clair. I'm not ready to play. I'm not ready to fight. Donc aujourd'hui on vous présente une artiste sud-coréenne qui est connue pour faire du jazz vocal, mais ce serait un petit peu réducteur de dire que ce qu'elle fait c'est uniquement du jazz. D'accord. Alors elle s'appelle Yoon Sun-na. Alors aujourd'hui je vous présente l'album Same Girl et Lento qui est sorti l'année dernière, Same Girl qui est sorti en 2013 et Same Girl qui est sorti en 2010 ou 2011 je ne sais plus. Donc Yoon Sun-na, faut savoir qu'elle a été faite chevalier des arts et des lettres à l'Académie française en 2009. Donc déjà ça donne l'idée un petit peu. Et en fait, cette artiste, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle abolit les frontières des différents pays pour s'approprier leur musique. Bah ouais, déjà elle est venue en France récupérer la médaille là. Elle est venue en France, elle a fait une chanson qui s'appelle La chanson d'Hélène, qui est tirée d'un film relativement connu dont j'ai bien évidemment oublié le nom. Sinon ce serait oui. Mais qu'on aurait travaillé. Mais voilà, au niveau des titres, tu vois, tu as Breakfast in Baghdad. Par exemple, et il y a plein de musique. Elle va voyager du Moyen-Orient à l'Amérique du Sud, etc. Okay, je comprends mieux ce que tu veux dire par rapport. En fait, le truc, c'est, on pourrait se dire, c'est genre bouffer à tous les râteliers un petit peu, essayer de mélanger tout. Sauf que là, ce qu'elle fait, c'est vraiment pas ça. Elle s'approprie les musiques avec sa propre voix qui est sensationnelle, puisque c'est une artiste à la base qui vient de la chanson lyrique beaucoup plus qu'au niveau de la voix. Et la particularité de sa musique, c'est qu'on va beaucoup plus entendre sa voix que les instruments. Les instruments, ça va être finalement un tremplin à sa voix qui est vraiment relativement exceptionnel. Et elle va faire pas mal d'expérimentations en fait. Par exemple, Breakfast in Baghdad, là, dont je parlais, ça va être surtout des bruits en fait pour suivre la musique. Elle va faire des bruits de bouche, tu vois, pendant toute la musique. Et tu sens qu'elle peut monter très 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 haut. Et il y a beaucoup de musique expérimentale comme ça. Et en fait, la plupart de ses reprises, puisque quand même, malgré tout, beaucoup de ses chansons sont des reprises, elle se les approprie et elle a un style qui est très lent, très mélancolique, et qui est assez fantastique. Par exemple, sur l'album Same Girl, que je conseille beaucoup plus que Lento, même si personnellement je préfère Lento, la musique My Name is Carnival, qui est fantastique, avec beaucoup de sonorités péchues, ça va à fond. Et dans l'album Lento, il y a une de mes musiques préférées qui s'appelle Lament, qui est avec c'est celle-là que je t'ai envoyée, avec à l'accordéon un français, et elle a dessus une voix qui porte, qui est exceptionnelle, qui donne des frissons. C'est vraiment une artiste qui est incroyable au niveau de sa voix. Et si vous voulez voyager dans tous les pays du monde, du Moyen-Orient, Amérique du Sud, la France, l'Italie, l'Asie même, forcément, puisqu'elle est là-bas, enfin, vous écoutez cette artiste. Je ne suis pas sûr que vous aimiez. Prenez l'avion. Vous prenez l'avion. Mais je suis pas sûr que vous aimiez parce que c'est quand même très spécial. C'est mais j'ai beaucoup aimé Lament. Mais après le truc c'est que Lento est un poil plus lisse que Same Girl. D'accord. Il est un poil plus lisse en fait au niveau de la musique. Tu sens qu'elle ose un petit peu moins. Peut-être qu'elle a commencé à épuiser tout son registre parce que alors non, elle a déjà fait 4-5 albums quand même. Ah ouais, d'accord. C'est l'avant-dernier celui-là. Celui-là c'est l'avant-dernier. Il y a eu aussi Voyage et il y a eu aussi So Am I. Bon, les jaquettes sont vraiment cool. Les jaquettes sont vraiment belles. Dans le même genre et tout. Ouais. Donc elle a pas changé. Enfin bref, moi c'est une artiste que je recommande vraiment parce qu'elle a une voix exceptionnelle. Après, voilà, est-ce que vous allez adhérer au truc ? C'est pas sûr, parce que c'est vraiment une musique qui est pas du tout conventionnelle. Non, mais évidemment, mais c'est comme à chaque fois pour chaque œuvre en fait culturelle, c'est les goûts, les couleurs. C'est évident, mais c'est du jazz déjà, tu vois, donc dans l'idée, et en plus du jazz vocal, c'est-à-dire surtout lyrique. Voilà, bon, en tout cas, on est là aussi pour présenter des trucs. Voilà, et moi je vous présente Yoon Sun-na. Essayez. Pour moi, c'est vraiment fantastique. Je vous conseille donc les musiques My Name is Carnival, Same Girl, My Favorite Things, Lento et Ghost Rider in the Sky. D'accord. Voilà. Celle-là, vraiment, je vous les conseille à fond. Et écoutez ces albums, ça transporte. C'est vraiment très très beau. J'espère que dans Ghost Rider, il n'y a pas un featuring avec Nicolas Cage, parce que c'est principal. Et voilà pour cette 6e interlude culturelle. Exactement. On clôt la porte cette fois-ci. On se dit à la prochaine fois, à dans 2 semaines, pour une nouvelle interlude culturelle. Voir moi, peut-être. Salut.